En tout cas, souhaiter en tout cas sincères condoléances à un ami et frère, directeur général de Civotec, Yannick Koulibaly, propriétaire de Civotec, dont malheureusement a perdu des agents hier entre Sikasso et Bamako, parce qu'ils transportaient du bitume et ils envoyaient à Sikasso et malheureusement sont tombés dans le guet-apens d'hommes armés. Donc parmi eux, il a perdu 3 de ses agents, qui sont tous des Ivoiriens, et ils partaient d'Abidjan jusqu'à Bamako pour livrer du bitume. Je vous l'annonçais, 3 employés de la société ivoirienne Civotec ont été tués dimanche et 3 autres ont été blessés dans une attaque terroriste sur l'axe Abidjan-Bamako, précisément entre Sikasso et Bougouni. Nos invités en plateau nous diront ce qu'ils savent de cette actualité. Évidemment, on ira très loin dans le décryptage. Ce sera après ce sujet de Moussa Nikema. Le bilan fait état de 3 morts et 3 blessés après une attaque ce dimanche contre l'entreprise Civotec, une société ivoirienne spécialisée dans le transport de bitume et d'hydrocarbures. Outre le bilan humain, 3 camions-citernes ont été également brûlés. L'attaque a eu lieu sur l'axe Abidjan-Bamako, précisément entre Sikasso et Bougouni, au Mali. Épargné jusque-là, l'axe Abidjan-Bamako n'avait pas connu d'attaque armée de groupes de terroristes. Ça devient très inquiétant, cette actualité, finalement, Alafé Wakili. Oui, ça que vous inspire, cette actualité? D'abord, la compassion, et puis une pensée pour les victimes. Prière, une pensée pour les victimes, et puis être satisfait, soulagé qu'il y ait eu quelques survivants qui ont pu s'enfuir, et souhaiter qu'ils s'en remettent, qu'ils se remettent du traumatisme. Ce que ça inspire, c'est que l'on n'est pas à l'abri. Comme ça a été dit, l'axe semblait être épargné. On a entendu, lorsque le blocus a démarré, que des transporteurs venant du Sénégal ont été menacés, touchés. À présent, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, l'axe, la zone, est minée de tous les côtés. Et il faut souhaiter que des mesures soient prises et c'est en même temps une occasion de mener la réflexion globale. Peut-être pas le moment, mais ça interpelle toujours sur l'efficacité de la stratégie des autorités des pays AES dans la lutte contre le terrorisme avec cette nouvelle stratégie de blocus. De blocus qui se renforce, mais en même temps qui est la poursuite de l'action terroriste. Voilà, c'est pas nouveau, mais les cibles semblent se multiplier, avoir aussi un objectif plus économique que militaire. C'est une continuité, on ne pourrait pas dire que c'est un glissement, un changement, mais ça participe du même harcèlement, de la même tension, de la même pression exercée sur les autorités, sur les pouvoirs en général dans les pays par les groupes terroristes. Cheikh Oumar Doumbia. Alors, j'avais bon, je vais d'ailleurs quand même commencer par souhaiter une belle commémoration de la fête de l'indépendance au peuple malien. Bien sûr, qui a commémoré son 65e anniversaire. Le 22 septembre. Aussi, en tout cas, rendre hommage à tous ceux qui ont été victimes de tout ce qui se passe pendant cette période, victimes du terrorisme. Et victimes du grand banditisme. Alors, ces 2 derniers jours, les informations que j'ai pu récupérer me donnent une nouvelle façon de voir. Jusque-là, j'étais dans la réflexion de dire que, OK, ce blocus ou ces actions ont pour objectif de mettre en panne le mécanisme économique du Mali. Et j'ai eu la surprise d'un individu qui s'est invité sur mon panel TikTok, se réclamant d'être sympathisant ou partisan des groupes terroristes. Alors, il me fait une analyse. Parce que le gouvernement malien avait pris des dispositions pour empêcher le ravitaillement en carburant des terroristes eux-mêmes. Et le monsieur me dit que c'est en riposte à cela qu'ils ont décidé d'agir pour empêcher le Mali entier d'avoir du carburant. Donc, ce qui semblait au départ être, eux, à la poursuite d'handicaper le gouvernement malien tout simplement économiquement,
est en fait une forme de riposte à une mesure gouvernementale qui a été prise parce qu'il se déplace facilement en moto. Donc le gouvernement avait mis en place un mécanisme rendant difficile l'acquisition de carburant. Et aujourd'hui, eux, ils agissent dans ce sens-là pour pouvoir empêcher tout le pays de l'avoir. Le monsieur va loin dans ce qu'il raconte. Il dit que eux, leur population, ont été privés de carburant. Et je lui demande bien évidemment, j'ai qui sont vos populations? Il me dit que non, que selon lui, il y aurait 3000 villages qui auraient signé des accords avec eux. Et que lorsque la mesure gouvernementale a été mise en action, ces villages n'avaient plus accès au carburant. Donc, c'est eux qui disent aussi que tant que eux, leur population, entre guillemets, n'ont pas accès au carburant, personne n'aura accès au carburant. Donc, voilà maintenant le nouvel élément qu'on me donne. Oui. Et ce nouvel élément fait que je me dis qu'il va falloir peut-être réfléchir sous cet angle aussi. L'angle de... Parce que dans tout conflit, il y a le conflit lui-même, il y a la narrative du conflit, que l'on mette peut-être la narrative de côté, qu'on regarde le conflit profond. Parce qu'il semble, depuis plusieurs mois, que les groupes terroristes soient dans une volonté de répondre à des prises de position ou à des discours. Et ça, il l'a même signalé, il dit que lui, il est content aujourd'hui que les autorités maliennes aient décidé de s'exprimer de plus en plus en langue locale. Parce que quand c'est en français, et ils ne comprennent pas bien, mais comme c'est en bambara maintenant, ils comprennent la teneur du discours et ça les aide à planifier leur riposte. D'accord, très bien. On ira un peu plus loin, évidemment, dans ce développement-là pour comprendre pas mal de choses dans... les motifs évoqués par votre invité d'un soir sur votre page, votre panel TikTok. Alafé Ouakili, vous voulez poser une question rapidement? Le problème de l'interpellation, c'est ils sont victimes de blocus, ils veulent bloquer tout le Mali. Est-ce que ça règle leur problème? Est-ce qu'ils obtiennent alors du carburant? Parce que s'ils en privent le Mali, si le Mali n'a plus de carburant, ils détruisent tout. Eux, ils en étaient privés, je pense qu'ils en seront toujours privés. Je pense que ça aurait été plus intelligent de leur part. Vous savez, les terroristes aussi ont leur méthode. Si on veut rationaliser, d'abord, ils ne devraient pas être terroristes, et puis beaucoup de choses ne devraient pas commencer. Bien sûr. Ils devraient peut-être détourner les camions et non détruire, tuer les gens. Ils devraient arrêter les camions, les conduire à leur base, pomper le carburant et se ravitailler. Ils ne font pas ça. Ils brûlent, terre brûlée, et puis pendant ce temps, ils sont sous embargo eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont ravitaillés? Comment ils font pour se ravitailler? Non, ils veulent certainement bien incarner leur statut de terreur, de terroriste. J'ai posé cette question, monsieur. J'ai dit, en brûlant les citernes, qu'est-ce que vous y gagnez? Ils disent que non. Eux, leur ravitaillement ne dépend pas de l'approvisionnement national. Ils disent qu'il y a de nombreux points autour des frontières qui fait qu'eux, ils peuvent sortir à n'importe quel moment, aller se ravitailler dans tel ou tel pays voisin du Mali et revenir. Donc, que le fait qu'on ait tenté de poser un blocus sur eux n'est pas vraiment un blocus parce qu'ils ont la liberté d'aller se ravitailler hors du territoire malien et de revenir. Je pense que nous avons fait cette erreur. En fait, la discussion avec ce monsieur m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et ça a duré. J'ai pris le temps de lui poser une longue série de questions. M'a permis de comprendre que parfois, nous nous mettons à leur place sans vraiment comprendre comment ils réfléchissent. D'accord. Et que si on ne fait pas cet effort, on ne réussira pas à résoudre le problème. Très bien. Lamine Fofana, est-ce que pour vous, pour les groupes terroristes qui visiblement réclament la paternité de ces attaques, il s'agit d'une nouvelle stratégie pour emmerder le pouvoir de Bamako, ou c'est une nouvelle manière justement de revendiquer, de s'opposer à des mesures de représailles comme l'a développé tout à l'heure Cheikh Oumar Doumbia? Eh bien, par rapport à la question, il faut savoir que les groupes terroristes, ils se réinventent au quotidien. Ils se réinventent au quotidien en fonction de l'enjeu vécu sur le terrain, sur le théâtre des opérations. Donc, certainement, ils ont accès à des informations que la plupart d'entre nous n'ont pas. Donc, n'eût été l'intervention, par exemple, de Cheikh Oumar Doumbia hier, avec ce jeune qui se présente comme sympathisant des terroristes, il n'aurait pas cette fenêtre d'analyse-là qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Donc, il faut comprendre aussi que derrière, c'est peut-être des milliers de jeunes, autres que celui qu'il a eu à côtoyer via TikTok hier, qui ont aussi des informations ou bien des réalités qui ne sont pas connues par la majorité d'entre nous. Mais en tout état de cause, ils sont dans une lutte profonde. Ils sont dans une lutte. Donc, en fonction de ce qu'ils estiment légitime pour le contexte, ils vont poser des actions. Mais ce qui attire le plus mon attention, c'est que
Par rapport au sujet, c'est des Ivoiriens qui ont perdu la vie. Donc, c'est 3 Ivoiriens qui perdent la vie, c'est 3 Ivoiriens qui sont blessés sur le territoire malien, et c'est une entreprise ivoirienne qui est mise à mal. Donc, la nécessité aujourd'hui pour moi, vis-à-vis de cette question-là, c'est de voir comment l'État de Côte d'Ivoire arrive à gérer la question de la criminalité transnationale. Parce que ce n'est pas joli à le dire, mais aujourd'hui, la réalité malienne, c'est que le gouvernement malien n'est pas peut-être étonné de cette action. Donc le gouvernement malien est engagé vis-à-vis d'un conflit malieno-malien, en fait, si je peux dire comme cela. Malio-malien. Malio-malien. Mais pour les autorités ivoiriennes, c'est des choses qui peuvent surprendre. Parce que justement, cette zone du sud du Mali, là, qui n'est pas forcément réputée pour la violence. Donc pour moi, aujourd'hui, en dépit de la contradiction générale qui peut exister entre nos États quant aux questions de gestion de la sécurité ou de la gouvernance, comment on arrive à trouver ce consensus minimum où les acteurs arrivent à échanger pour éviter que des Ivoiriens puissent perdre la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a le moyen d'éviter que des Ivoiriens puissent être victimes de ce genre d'actes sur le territoire malien? Justement, par plusieurs actions. Lesquelles? Par exemple, quand on sait que les terroristes, souvent, ils utilisent des actions de criminalité pour exister. Donc, je reviens à la question, un terroriste n'est pas forcément à l'affût d'un projet financier. Donc, il a un projet politique ou un projet religieux. Mais souvent, les terroristes utilisent le crime organisé pour survivre. Donc, par plusieurs questions qui ne sont pas forcément liées au terrorisme, mais pour financer certaines actions. Donc, en ce qui concerne aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire, c'est de voir, comme je le disais tantôt, quel consensus minimum on trouve. En dépit de tout ce qu'on peut dire, aujourd'hui, le Mali est dans une certaine transition. Avec les autorités maliennes, justement, pour des questions de partage de renseignements. Donc, les acteurs qui sont directement liés à la question ici, c'est des acteurs terroristes. Donc, je suis de ceux qui pensent que les autorités maliennes, peut-être, connaissent mieux la réalité sur l'étendue de leur territoire que les autorités ivoiriennes. Donc, si on arrive à trouver ce consensus minimum de peut-être partage de renseignements ou bien de pouvoir contrer les différentes menaces transnationales, on peut peut-être avoir plus d'ouverture pour pouvoir anticiper ces différentes questions. D'accord. Josias Assémon, stratégie d'harcèlement ou juste une manière d'affirmer leur présence et de renforcer leur volonté d'encercler notamment les capitales concernées par ces situations-là? Alors, pour comprendre un tel événement, moi, je préfère repartir de ce qu'on a déjà comme information. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé et quels sont les indices qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe? On sait tous qu'il y a une entreprise ivoirienne, Civotec, qui est désireuse de livrer du carburant au Mali. C'est cela. Et il y a certains conducteurs, un conducteur et un apprenti par véhicule, par camion. Et on se rend compte que ces camions sont interceptés par certains acteurs qui, par la suite, vont se revendiquer comme étant membres de ce qu'on appelle le JNIM. Le JNIM, voilà. C'est cela. Et le JNIM, il faut le signifier, c'est une branche de ce qu'on appelle Al-Qaïda. Al-Qaïda qui est un mouvement terroriste. Et les terroristes sont classés dans la grande famille des criminels transnationaux. Il faut savoir que la criminalité transnationale, ce n'est pas une affaire qui concerne un seul pays. Et lorsqu'on parle des terroristes, c'est la même chose. Mais ce que je veux faire comprendre ici, qui est très important à mon sens, c'est que le JNIM, en agissant ici, agit dans la perspective que les criminels transnationaux, à l'image des terroristes, suivent généralement. Les terroristes ont un objectif qui est clair, c'est de récupérer du territoire, c'est de gagner du terrain pour instaurer ou installer ce qu'on appelle le djihad. Et dans ce qui vient de se passer, quand ils arrêtent les véhicules, ils ne récupèrent pas ce qu'ils peuvent avoir. Parce que eux aussi, dans l'optique d'installer le djihad, cherchent aussi de l'argent ou un financement. Mais ne récupèrent pas ce qui est là et brûlent, parce qu'on voit les camions incendiés par la suite. Ce qui nous laisse croire et comprendre que la thèse ou l'information qui a été donnée par celui avec qui notre ami ici discutait sur son panel TikTok a tout son sens. Parce qu'ils ne prennent pas le territoire, ils ne prennent pas également ce qui pourrait leur permettre de financer leurs activités. C'est un grand message qu'ils sont en train d'envoyer quelque part, on pourrait dire directement à l'État malien. Donc pour moi, c'est effectivement ce processus-là qui est suivi. Embêter, envoyer un message et toujours exister quelque part dans l'oreille et au-dessus de tout le monde. Donc le harcèlement à outrance. Alassane Drabo, est-ce que vous partagez cet avis? Partiellement, parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe au Mali et dans les pays de l'AES de façon générale est pour seul objectif le djihad qui, chez les musulmans, représente les forces suprêmes. Et je pense que de toutes ces dernières années, le terrorisme a connu plusieurs mutations.
Si pour certains groupes, l'objectif au départ, c'était effectivement d'instaurer une pratique religieuse plus stricte, cette lutte est devenue beaucoup plus politique. Un peu plus tard. Moi, je voudrais m'intéresser à Civotec. Civotec, qui est une entreprise ivoirienne, parce que, comme il l'a rappelé tout à l'heure, Josias Assémon, c'est 3 Ivoiriens qui ont perdu la vie et 3 autres sont donc blessés en ce moment. Alors nous, avant cette émission, on a réussi à discuter avec un des responsables de cette entreprise 100% ivoirienne, qui a été créée en 2018 et qui fait donc le transfert, le convoyage d'intrants, de bitume et de carburant par moment vers les pays de l'Interland. Et donc, ils connaissent bien le trajet Abidjan, Bougouni, Sikasso jusqu'à Bamako, puisqu'ils l'ont fait plusieurs fois depuis 2018 que l'entreprise existe. Des dernières nouvelles que nous avons, c'est que pour des problèmes d'électricité à la morgue, nos 3 compatriotes ont été rapatriés cet après-midi même vers Bamako pour que leur corps puisse donc être conservé dans de meilleures conditions. Et ils connaissent bien la zone et ils ne peuvent pas imaginer que de telles attaques peuvent survenir. Ceux de l'entreprise avec qui nous avons pu discuter dites aux Ivoiriens de prendre conscience que le phénomène il est sérieux, parce que 800 km Abidjan, Sikasso pratiquement, c'est un peu comme la même distance avec Odiéné. Donc le sujet, il est important. C'est une question qui est sérieuse. Les groupes armés terroristes aujourd'hui ne vont pas ménager de moyens pour frapper où ils peuvent frapper pour atteindre leur objectif. Quand moi j'observe avec cette situation géographique, on a bloqué Caille vers le Sénégal. On tente aussi d'intimider avec ses premières actions vers la Côte d'Ivoire. Est-ce que l'objectif ne serait-il pas d'asphyxier en quelque sorte la capitale, Bamako, et mettre le gouvernement central dans des difficultés? Ça, c'est une piste à voir. Absolument. Alors, dans de telles circonstances, que peut faire ou que doit faire le régime malien? Cheikh Oumar Doumbia. Alors, je tiens à ajouter un élément, parce que ce n'est pas la première sur ce axe. Très bien. Donc ce n'est pas la première. Et forcément, cette information devrait être disponible et les acteurs devraient la voir. Et aucun axe à ce stade n'est épargné, parce que celui de Conakry-Bamako aussi a été touché il y a quelques jours. Donc en vrai, ça se passe sur tous les axes qui servent à ravitailler le pays entier. Parce que ce n'est pas que Bamako. Quand le carburant n'arrive par exemple pas à Sikasso, c'est une capitale régionale, c'est d'ailleurs la région de Sikasso, mais sa capitale, c'est la ville de Sikasso. C'est un problème. Donc le problème ne se limite pas simplement à ce que Bamako soit atteint. Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Premier élément, c'est, comme Alamine le souligne, c'est le partage de renseignements. Il faut que tous ces États qui font frontière avec le Mali puissent avoir quand même un cadre où le renseignement est partagé. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, au regard de l'actualité, de l'évolution des relations ces dernières années, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il y ait un rapprochement du point de vue du renseignement entre Abidjan et Bamako? Peut-être qu'il faut... parce que ceux qui s'occupent, par exemple, du renseignement, c'est très généralement des forces régaliennes. Ils ne sont pas forcément imbibés des tensions politiques et leur objectif est simple, c'est de sécuriser les populations, sécuriser les biens, sécuriser l'État. Donc eux, ils doivent pouvoir faire fi de tous les discours politiques qu'il peut y avoir. Sauf qu'au Mali, ce sont elles qui gouvernent. Ça fait quand même quelque chose, mais lorsqu'on est assis dans ce fauteuil, on est décideur maintenant et ça fait une différence. Mais deuxième chose qu'on peut proposer, c'est aussi, ça je pense que ça va être beaucoup plus challengeant, mais il faut le proposer, c'est d'avoir, des patrouilles mixtes, qu'on puisse penser à ce que peut-être tout ce qui vient du port d'Abidjan à direction de Bamako puisse bénéficier en quelque sorte d'une escorte jusqu'à un certain niveau du territoire malien et que le Mali prenne le relais à un certain niveau, avec le partage de renseignements, avec des patrouilles communes au niveau des frontières. Je pense que ça peut apaiser les choses. Sauf que le danger là reste que, à partir du moment où des militaires ivoiriens prennent ce chemin, la Côte d'Ivoire devient une cible aussi.
Donc, c'est tous ces enjeux qu'il faut regarder. Et tout de suite, la meilleure des choses, c'est peut-être tenter de discuter. Les autorités maliennes, ça ne semble pas être dans leur façon d'opérer, mais ils doivent tenter quand même de discuter et d'obtenir ne serait-ce qu'un cessez-le-feu. Et pendant cette période de cessez-le-feu, réajuster certains mécanismes pour ne plus se faire prendre dans ce type de situation. Alain Wakili, vos perspectives Il faut sur ce dossier que, concernant la coopération, on a découvert que le Mali entretenait toujours de la coopération militaire et un partage de renseignements avec la France malgré tout. Donc, si des minéraux du Mali peuvent transiter par Abidjan prochainement, si le carburant, les hydrocarbures et les bitumes part au Mali, si la coopération économique, sociale et culturelle, les échanges de population, si tout cela fonctionne et se fait, je ne pense pas que le téléphone, qu'il soit rouge ou vert, soit vraiment coupé entre les services diplomatiques, les services de sécurité. La coopération doit bien exister et je pense que ça existe. Il y a un partage minimum de renseignements et d'informations qui se fait. Et maintenant, chacun est jaloux de sa souveraineté. Ce que je n'ai pas voulu dire au début, c'est que toutes ces attaques-là interrogent sur la stratégie des pays AES, la stratégie des autorités de ces pays depuis 5 ans à aujourd'hui, selon la durée des transitions au Niger, au Burkina, au Mali. Les coups d'État ont été faits pour mettre fin à ce type de situation. On voit bien que ces situations n'ont pas pris fin. Au contraire, elles s'amplifient. On ne peut pas faire l'économie de la réflexion sur la pertinence de ces changements, de cette souveraineté acquise qui n'apporte pas la paix et qui continue d'endeuiller les populations. Ça, c'est un débat à faire. Au point qu'aujourd'hui, 5 ans après, il y a des analystes et des experts qui conseillent un dialogue qui est honni, dont on ne veut pas entendre parler à Bamako, après l'accord d'Alger, les accords d'Alger, les négociations. En fait, ce n'est pas nouveau. Et puis les terroristes, à part peut-être en Syrie, avec Daesh en Irak ou autre, on a bien vu que les terroristes, leur objectif c'est de terroriser et non de conquérir le pouvoir pour gouverner. Dans ces pays, ils ont réussi, mais c'est des choses rares dans le monde. Les terroristes, depuis ce qu'on a vu, depuis que la notion de terrorisme est connue et existe, c'est de s'aimer la terreur. Ceux qui ont fait 9/11 aux États-Unis à l'époque, ce n'était pas pour gouverner les États-Unis. Tous les terroristes en France, ce n'est pas pour gouverner la France. Tous ceux qui font la terreur, qui détruisent partout, c'est pour s'aimer terreur et désolation. Donc, il ne faut pas oublier cela dès le départ. Et lorsque l'on change de régime, l'on dit que l'on veut instaurer une souveraineté, l'on veut mettre en place des dispositifs pour les combattre, il ne faut pas perdre cela de vue pour éviter de se tromper de combat. Très bien. Cheikh Oumar ? Oui, je suis un peu en désaccord avec... Pourquoi ? Avec le doyen. Parce que, première des choses, il faut comprendre que le terrorisme, c'est un moyen. C'est comme ça que c'est un moyen d'expression politique, d'ailleurs. Donc, c'est la politique de la terreur qui vient s'appeler terrorisme. Et la politique de la terreur, ici, il faut comprendre que, l'objectif, ici, le Mali a une longue histoire avec le terrorisme. On peut aller minimum en 92 avec le pacte national qui intervient sous le président Alpha Oumar Konaré. Et quand on regarde dès lors, qu'est-ce qui se passe au Mali? C'est qu'il y a une volonté expresse de certaines personnes à vouloir réellement transformer ce pays en un pays islamique. Et il ne faut pas balayer ça d'un revers de main. Ces gens ne sont pas en action simplement pour le plaisir de terroriser. Ça n'aurait aucun sens. Mais ils ont une lutte qu'ils mènent. C'est le petit truc que je voulais signaler dans l'analyse de Simon. De Josias ? Parce que quand il disait ils veulent installer le djihad, en vrai, ils veulent installer la charia. Donc, selon eux, les problèmes d'injustice, de difficultés sociales, de difficultés économiques qui existent ne peuvent être résolus que si la justice est rendue selon le modèle musulman.
Maintenant, il faut prendre en compte, bien évidemment, les points en Syrie, en Palestine, en Afghanistan, où aujourd'hui, ils se disent être capables réellement de prendre un État et de le gérer selon eux. Parce que ça a marché une fois et que ça a marché 2 fois, qu'est-ce qui leur empêche aujourd'hui de tenter la chose? Et je vais vous le dire clairement, quand le jeune homme débarque sur mon panel, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, je suis venu te parler parce que tu as une connaissance en politique. Et nous, on n'a pas de connaissances en politique. Et aujourd'hui, on a besoin de connaissances en politique. Ça veut dire qu'ils sont dans une optique réelle, dans une optique véritable de se structurer. Et je rappelle un communiqué de Yada Gali qui date d'environ 2 mois, où il dit expressément qu'il appelle les partis politiques maliens, des acteurs politiques maliens, à venir se joindre à eux pour mettre en place un gouvernement d'union nationale pour faire partir les autorités qui existent aujourd'hui. Donc, dans le cas du Mali, il ne faut surtout pas négliger la possibilité que ces gens sont aujourd'hui en train de se réorganiser et de se réarticuler pour faire face à une prise de pouvoir et faire comme ce qui s'est passé en Syrie. C'est une réalité. On a 2 autres sujets abordés à la faire. Oui, c'est vrai que l'on parle de convergence, de jonction des forces, mais il ne faut pas aussi oublier que entre les populations du Nord, les populations qui veulent le djihad, ceux qui ont des revendications comment on appelle ça, d'autonomie et d'État fédéral ou autre, il y a des disparités qui ne peuvent pas fonder à dire qu'il y a une volonté unitaire d'instaurer un État islamique et musulman. Ce n'est pas ce que je dis. Non, vous avez dit qu'il y a une volonté... Je n'ai pas évoqué les terroristes et les Touaregs. Voilà, je dis que les terroristes ont leur plan. Il y a tout cela. Donc, tous ces terroristes-là ne peuvent pas parvenir à leurs objectifs. Dans ce Mali que l'on connaît, dans ce grand Mali. Donc, il ne faudrait pas dramatiser, d'une part, faire trop peur, d'une part, et d'autre part, il ne faudrait pas le faire pour continuer à donner des arguments et de la justification aux putschistes qui sont en train d'échouer et qui ont échoué. Ça fait 5 ans qu'ils sont là au Mali. Ailleurs, ils sont là aussi et ils n'ont pas réussi. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. En laissant entendre que oui, peut-être les terroristes ont pu se renforcer. Ça peut être un prétexte pour eux de ne plus partir. Mais ils n'ont pas réussi à les neutraliser, à les affaiblir. D'accord. C'est un échec. Alors, il y a clarté. Oui, c'est très important et c'est très sensible. Rapidement. Première des choses, je ne dis pas que ceux qui sont séparatistes ou indépendantistes sont dans cette optique de travailler avec eux. C'est pourquoi je précise qu'eux, ils ont une quête. Leur quête, c'est d'instaurer la charia. Et cela n'a rien à voir avec les séparatistes, même si par moments, nous avons vu des rapprochements qui les ont menés à faire des opérations ensemble. Et ça, c'est noté. Donc, mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que ces gens ont en tête que ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en Afghanistan, peut être utilisé comme modèle et l'utiliser au Mali. Et on constate des éléments de fait. J'avais gardé les éléments. L'idée, ce n'est pas de faire peur, c'est de faire comprendre. Première des choses, ils avaient un drapeau tout noir, tout sombre. Ils l'ont changé. Maintenant, ils utilisent un drapeau tout blanc. Ils n'avaient pas de mécanisme de communication direct. Aujourd'hui, ils en ont un. Et ils disent qu'eux, ils veulent protéger les populations. Ils utilisent des actions pour conquérir le cœur des populations. Quand les populations se plaignent que les Chinois nous ont pris nos parcelles avec lesquelles on fait de l'agriculture et qu'ils y ont installé des mines, ils vont détruire ces mines et disent aux populations que oui. Et ils sont là pour protéger ces populations. Ils font des prêches, ils utilisent les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, il faut quand même, à un moment donné, cesser de dire qu'ils sont vraiment que dans la simple terreur. Seconde chose, pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait de parler du régime à Bamako. Je suis connu pour être l'une des voix les plus critiques face à ce régime-là. Donc, je ne leur fais pas de cadeau en la matière, mais ce que je dis, c'est que le problème que nous avons ne relève pas simplement de eux, leur efficacité ou de leur inefficacité. Il s'agit de la vie de toute une nation. On ne peut pas simplement se fermer dans une question de politique intérieure. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des camions ivoiriens touchés. On a vu l'instruction, ils se sont instructés au Sénégal. Donc aujourd'hui, il faut aller au-delà de la simple réalité que oui, il y a eu un putsch et que le putschiste, qu'on l'aime ou pas, n'a pas peut-être su résoudre le problème. C'est appréciable, mais il faut regarder la survie de l'État malien. Et pour ça, il faut prendre en compte tous ces éléments pour être réaliste. D'accord, très bien. On va marquer une courte pause.